Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau séminaire de notre groupe de travail sur la question de la rythmologie et des rythmologies au pluriel. On a la chance aujourd'hui d'accueillir notre collègue Edna Hernandez González, donc, qui nous vient de l'Institut de géoarchitecture de l'UBO. Alors l'UBO, c'est l'Université de Bretagne Ouest, c'est ça, je crois, hein. Occidental. C'est ça, hein? Ah, Université de Bretagne occidental, pardon. occidentale. Occidental, pardon. Et qui travaille au laboratoire géo-architecture. Donc, elle est enseignante et chercheur. Et elle va aborder la question de la nuit qu'on a déjà travaillé comme étant un rythme particulier. Elle va l'aborder autour d'une proposition qui s'intitule Explorer la possibilité d'une rencontre des rythmes nocturnes. Donc, on sera et je serai particulièrement à l'écoute de cette proposition, puisqu'on a multiplié les exercices de marche, on a travaillé sur ces questions de Mm. nuit. Je voulais signaler que tu diriges une chaire. Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais Brett's Notes ou quelque chose de ce type-là, et que vous êtes à une date anniversaire, puisque tu Mm. multiplies les colloques. Il y en a trois. J'ai participé au premier. Il y en a, donc c'était sur cohabiter. Il y en a un deuxième, dont tu nous diras peut-être un mot, et puis il y en aura un troisième avec la présence de collègues qui font partie un peu de cette question aujourd'hui, de ce champ que tu contribues à élargir, à déployer, qui est celui des études de nuit ou des night studies, comme on dit parfois. Voilà, je voulais te remercier. Je sais que c'est pas évident là entre tous ces colloques, ces fins de programme de recherche, ces travaux personnels. Voilà, donc sans toi, en toute liberté. Ce séminaire, il a 5 ans d'existence. Voilà, il y a 70 au moins conférences qui ont eu lieu. Je sais que tu es allé en regarder quelques-unes. Voilà, la démarche, je rappelle aussi à celles et ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui que voilà, on laisse le conférencier, la conférencière déployer son propos, donc au maximum d'1 heure, et puis après, on essaye de se réapproprier les propos, la réflexion à partir du groupe, disons, de celles et ceux qui sont au cœur de ce dispositif, et puis également en lien avec celles et ceux qui nous rejoignent de ci, de là, tout au long de notre démarche de 5 ans. Je voulais signaler aussi que tes propos seront enregistrés, d'accord, et que ça fera l'objet, bon, dans un dialogue avec toi, d'une possible publication dans un prochain ouvrage. Signaler qu'on a 3 ouvrages en cours des années Mm. précédentes et qu'il y a un premier qui est sorti. Donc, c'est Flux et rythme à l'épreuve des territoires qu'on a dirigé avec mon collègue Christian Graff. Je voulais aussi remercier les partenaires qui sont associés, et notamment la MSH Alpes et l'équipe de Laurence Raphaël qui assure la communication sur ce séminaire et qui permet aussi que derrière on puisse travailler sur des textes, associer de nombreuses personnes. C'est vraiment important et en ce milieu d'année, enfin en tout cas de nos séances, c'était important qu'on puisse en dire un mot. Voilà pour mon petit mot d'introduction. Edna, on te laisse en toute liberté déployer ton propos. Je sais que certains collègues sont déjà à l'affût. J'ai aperçu notamment Pascal Enfou que je salue. À toi, Edna. Ok. Merci beaucoup pour cette invitation. Avant tout, bravo pour ces beaux chantiers que vous menez depuis 5 ans. Et en effet, j'ai pas eu le temps de tout visionner, mais c'est très, très riche. Donc, déjà, peut-être des petites excuses parce que peut-être qu'il y a des choses que je vais aborder qui vous sembleront un peu trop générales. Mais en tout cas, merci pour cette opportunité parce que moi, c'était pas une entrée privilégiée dans mes recherches et ça m'a permis d'ouvrir une porte qui est très, très riche. Donc, je vais vous faire part surtout de réflexions et comme Luc il disait, je suis ravie en fait d'être dans un environnement que je trouve très bienveillant. Et c'est ça l'objectif de
mon intervention, c'est de partager et aussi d'avoir de retour en fait sur quelque chose qui est en train de se construire. Donc c'est work in progress. Donc voilà, je trouvais bien un peu de le dire. Et peut-être deux mots sur ce que Luc il disait. Bah oui, je suis à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Et Luc, il nous a fait l'amabilité de venir deux, trois fois. On est un peu loin, mais sachez que vous êtes bienvenus parce que on est en train de développer des réflexions autour sur des thématiques, oui, sur la nuit, mais qui ouvrent une thématique beaucoup plus large, les temporalités, et notamment cette entrée du rythme, bah, c'est quelque chose qui est en train d'être exploré. Et donc, je coordonne une chaire universitaire et Luc, il disait, c'est un peu, il ne savait pas s'il prononçait bien, ça s'appelle Nos Brace. Et c'est normal que ça soit pas très, très facile parce que c'est en breton. Donc, en Bretagne, bah, on essaye, il garde encore la langue bretonne et je trouvais que c'était une très, très belle façon de m'inscrire dans le territoire que je regrette pas. Donc, Nos Braces, bah, c'est les nuits bretonnes, voilà, les nuits en Bretagne. Donc, on fait notre troisième année et on essaye de faire de ces vêtements scientifiques que nous aussi on va partager. Mais encore une fois, ça, c'est tout un dynamisme en fait que tu retrouves très très fort actuellement déjà dans le territoire français, mais aussi ailleurs. Donc bravo encore pour cette initiative et bah, au plaisir en fait de continuer à échanger comme on l'a fait jusqu'à maintenant, surtout avec Luc, mais aussi avec Christian, avec voilà, avec des collègues que je n'ai pas eu encore les plaisirs de rencontrer. Hum, J'aimerais démarrer cette présentation. Bah, je n'ai pas fait un diaporama parce que je vous disais c'est une réflexion en cours, mais surtout parce que c'était notamment à propos des notions qui vont me servir, comment est-ce que je vais les utiliser pour décrypter mon objet d'étude. Euh, donc, je suppose que tous, vous en avez eu affaire à des petites affiches dans la ville où on nous annonce que l'éclairage, il va être arrêté de 22h30 ou 23h jusqu'à 5h du matin. Dans une grosse partie des villes, on commence à avoir des petites affiches dans lesquelles on nous dit bah, l'éclairage public, il va s'arrêter en fait. Ces panneaux d'extension, bah, ça nous interpelle en tant qu'usagers de la ville, hein, de la ville en général, c'est-à-dire sans se poser la question si on pratique la ville la nuit ou les jours, en fait. Donc, c'est des extensions d'éclairage public et qui peuvent surprendre, notamment dans nos grandes villes, en sachant que cette pratique elle est déjà très courante dans nos petits villages ou dans des tissus ruraux. Donc, ils pratiquent bien en amont que dans les grandes villes une politique d'extension. Avant tout, bah, il y a cet intérêt économique, mais on a échangé avec des habitants, des responsables de ces communes-là, c'est-à-dire qu'ils cherchent aussi une protection de la biodiversité. Donc, dans les grandes villes, bah, bien sûr, hein, pendant le Covid, on a testé et avec la crise sanitaire de 2022, ça nous échappe pas. En fait, les grandes villes sont mises, en fait. On voyait bien comment est-ce que Lyon, comment est-ce que Marseille, et des villes, des métropoles, ils commençaient à adopter des mesures de modulation d'éclairage. On disait, bah, on va étendre. Certaines villes sont revenues en arrière et on voit très bien que le premier objectif, c'était de faire face à cette crise énergétique. On n'avait pas le choix. En 2022, beaucoup de villes ils sont mises à étendre, voilà, à limiter l'éclairage public parce qu'on n'avait pas le choix. Mais très rapidement, il y a aussi cette plus-value vers la protection de la biodiversité. Donc, on a fait, moi et des autres collègues, on a fait une hypothèse autour de cette nouveau référentiel qui se met en place de la façon dans laquelle on éclaire la ville et de la façon dans laquelle bah, on va utiliser, on va planifier la lumière artificielle de façon plus juste. Ça, c'est très intéressant à prendre en compte. C'est de se dire comme si avant, on n'était pas juste, en fait, comme si avant, on n'avait pas un éclairage juste. Et donc, c'est un nouveau référentiel. Et à partir de là, il y a des constats. On peut faire quelques constats que j'aimerais partager avec vous. Il y a avant tout une réponse autour de la technologie.
on voit bien comment est-ce que certaines villes ils sont fait marche en arrière, c'est-à-dire bah, on va remettre la lumière parce que on va installer de la technologie LED. Et les LED, ils nous permettent de consommer moins, mais de garder les mêmes niveaux d'éclairement. Donc il y a ce premier constat. Cependant, il y a plusieurs villes hein, qui continuent à adopter cette modulation de l'éclairage. Ils diminuent l'intensité lumineuse et il y a toute cette question des usages et activités nocturnes. Et ce que je trouve que j'aimerais avoir cet échange avec vous, c'est cette lexique, cette dichotomie qui va revenir beaucoup plus fort ces dernières années entre les binômes sécurité et lumière. C'était quelque chose qu'on avait un peu dépassé dans le contexte français depuis les années 2000. On avait un peu dépassé comment est-ce qu'on faisait le binôme, cette raccourci entre sécurité égale à lumière ou lumière égale à sécurité. Donc, on revient dans cette dichotomie. Et si on va un peu plus loin, bah, on verra comment est-ce qu'est-ce qu'on conteste en fait dans cette diminution de l'éclairage. Bah, c'est en termes de voilà, circulation, en termes de pouvoir se déplacer, de se mouvoir dans la ville. Donc, on est en train de parler de la mobilité, mais la mobilité la nuit. Vous voyez, donc c'est ça que on trouvait dans les projets de recherche qu'on est en train de réaliser très très intéressant. Ce qu'on va contester, c'est ce droit à se mouvoir, à se déplacer la nuit et puisqu'on aura moins de lumière. Donc, il y a toute une mise en question de ces nouveaux référentiels autour de diminuer la lumière ou autour de arrêter d'éclairer la nuit. Et donc, si on voit dans toutes ces mises en question, comment est-ce qu'on va éclairer la ville, on va notamment identifier certains groupes de population. Sans surprise, bah, vous le voyez derrière moi, sans surprise, bah, ça va être les femmes. Les femmes auxquelles bah, on va se dire qu'ils sont plus, qui sont pénalisées, qui vont être plus, ça va être beaucoup plus compliqué pour elles de pratiquer la nuit s'il y a moins de lumière, pour donner un exemple. Donc, on est face à tous les débats qui se mettent en place sur comment est-ce qu'on peut continuer à se mouvoir, à se déplacer la nuit ou quand il fait nuit si on diminue la lumière. Donc, à partir de plusieurs exemples que je vais partager avec vous, je vais essayer d'interroger dans quelle mesure la notion de rythme prend place dans mes recherches comme notion heuristique, comme outil d'aide à l'analyse et de compréhension du temps nocturne et de la temporalité nocturne. Peut-être, j'ai beaucoup aimé chaque fois que je regardais comment est-ce que les collègues ils intervenaient dans ce séminaire, de dire de où est-ce que je parle. Et je trouvais très riche aussi de vous faire un petit rappel de où est-ce que je commence à m'intéresser à la nuit et comment est-ce que la temporalité nocturne est devenue l'objet, sujet de mes recherches. Donc, un rythme dans la recherche ou dans les recherches que je mène. Donc, j'ai une formation d'architecte, hein, d'architecte au Mexique, et je débute mes travaux de doctorat en France avec une thématique qui en France a commencé quand même à être, il y avait déjà des pionniers comme Luc, comme plein d'autres collègues autour de la nuit. Donc, bah, j'ai commencé ma thèse en 2006. Cependant, cet objet atypique de la nuit, dans les contextes mexicains, c'était très inconfortable. C'est un sujet très inconfortable, un peu perturbant, parce que la nuit, en soi, c'était un autre sujet, en fait. Donc, et mes terrains d'études, ils s'étaient bien entre la France et le Mexique. Et notamment dans une ville qui s'appelle Puebla, au centre du pays, en fait, au centre du Mexique. Donc, un sujet d'étude perturbant. Et lors de mon travail de terrain au Mexique, quand j'ai commencé la thèse, j'utilisais des méthodes en ethnographie, car en tant qu'architecte, j'ai dû me refaire toute une grande partie de mon bagage méthodologique. J'arrivais dans un doctorat d'urbanisme où mes interlocuteurs, c'était des géographes, des sociologues, des économistes et un peu moins des architectes. Donc, j'ai dû adopter des méthodes d'ethnologie qui m'ont beaucoup, beaucoup nourri en fait. Cependant,
ce que j'ai observé, je ne savais pas, je n'ai pas su vraiment le traiter. Donc, je me suis prise de façon un peu intuitive à mener des heures d'enregistrement d'une place très dynamique à Puebla. Et j'ai fait des vidéos, j'ai fait des captations sonores et j'ai passé des heures à filmer sans savoir ce qu'il fallait que j'en saisisse en fait. Et je devais, sans savoir vraiment ce que je devais retenir et analyser. Donc, j'ai doublé ce travail avec la prise de notes d'un carnet de bord, hein, d'un cahier de bord. Et c'est ça là qui m'a aidé à identifier, en fait, quand je revenais sur mon matériau de terrain, ça qui m'aidait à identifier des rythmes. Des rythmes qu'à ce moment-là, pour moi, c'était une sorte de ballet urbain. Des ballets urbains plus ou moins intenses à certains moments, des activités plus ou moins pressantes, mais sans que ça s'arrête complètement. Et des espaces qu'ouvrent et que ferment, comme on l'avait déjà des autres collègues. Donc, cette identification des rythmes, ça me permet de, quand je revois toute cette matière-là, ça me permet d'affirmer que la notion du rythme, elle pourrait être explorée non seulement en termes de schémas récurrents d'association, non seulement en termes de qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui s'arrête en fait. Et ce qui était intéressant, c'était d'explorer aussi des situations et des moments intenses qu'ils génèrent. C'est ça que j'avais identifié en fait. Des situations bien précises et territorialisées. Donc, cet lien entre rythme et territoire, euh, je suppose qu'il ne peut pas être seulement résider entre la rencontre entre espace et temps, mais plus spécifiquement dans les investissements d'énergie. Et ça m'a beaucoup attiré parce que cet investissement d'énergie, c'est tous euh, tous ces vivants qui vont produire des interactions humaines et qu'il y aura une énergie. Et tout ça, c'est parce que, bien sûr, c'est les fèves que je cite. Partout où il y a de l'interaction entre lieu, un temps et une dépense d'énergie, il y a un rythme. Donc, cette notion de investissement de l'espace, du temps et de l'énergie, en effet, ça nous permet d'identifier des rythmes territorialisés. Donc, et à la fin de ma thèse, j'ai fini par mieux saisir mon objet, la temporalité nocturne, et je continue dans cette exploration parce que à la fin de ma thèse, j'avais un objet encore technique, c'était l'éclairage public dans les villes en France et au Mexique. J'avance dans mes recherches et je vais avoir l'opportunité de travailler sur un projet avec les groupes mobilité urbaine pédestre, un groupe transversal qui était à l'université Gustave Eiffel. Et on va travailler sur la transformation de la place de la République à Paris, notamment sur la rue Faubourg du Temple. Et l'intérêt, ça va être de s'intéresser au fonctionnement de cette rue, de cette place, 24 heures sur 24 heures. Et c'est là où ça nous permettait de mettre en place un travail d'observation exhaustive sur les interactions humaines. On a observé comment est-ce que ça travaillait, comment est-ce que ça circulait, comment est-ce que ça s'est déplacé dans cet espace-là pendant plusieurs mois, et notamment, je vous disais, 24 heures. On a mené des marches exploratoires. Ce qui en ressort de ce projet on appelle RFT, voilà, rue Faubourg du Temple, en fait, ce qui en ressort de cette expérience, c'est une connaissance du fonctionnement de la nuit, des manières d'être, et une familiarité de s'émouvoir la nuit dans cet espace hyper centre de la ville parisienne. On était au cœur de la nuit. Donc, il y avait des rythmes. Il y avait des rythmes et une sorte de continuité. Donc, il en ressort une connaissance, en fait, de comment est-ce que ces espaces, ils fonctionnent. On finit ce projet-là, rue Faubourg de Temple. J'enchaîne avec un autre projet, la ville côté femmes, à Gennevilliers. Et on change complètement de contexte urbain. On passe de l'hypercentre touristique, très bien connecté, place de la République, vers un quartier périphérique
qui reste quand même accessible et est connecté au centre de Paris. Donc, à Gennevilliers, on est sur un projet, je vous disais, la ville côté femme, et qui a duré 6 ans, coordonné par Corinne Luxembourg, et un projet très intéressant dans lequel la temporalité nocturne, c'était pas une entrée qui allait du sort. Donc, tu as eu l'opportunité d'intégrer cette approche la nuit et on a réalisé des balades nocturnes. Il y a, en termes de méthodologie, bah, Luc, il reviendra sur ça aussi, bah, qu'est-ce que on pourrait dire, l'effet de marché, les marches exploratoires, les marches diagnostiques en marchant et les balades nocturnes. Donc, dans les cas de la ville de Gennevilliers, on organisait des balades nocturnes avec des habitantes avec l'objectif de redécouvrir ou de découvrir autrement les espaces du quotidien dans une temporalité qui n'était pas pratiquée quand il faisait nuit. Donc, on s'est baladé et les habitantes, ils nous montraient ce qui était leur ville quand il faisait nuit. Et beaucoup de recueils de paroles, on avait des expressions comme ces espaces-là, je ne les connaissais pas comme ça. J'étais jamais venue là à ces heures-là. Et c'était très enrichissant pour elle et aussi pour nous en tant que chercheuses, en fait, de se rendre compte que cette familiarité avec ces espaces des quotidiennités pas pratiqués quand il fait nuit, ça nous ramenait à une connaissance des un territoire familier, connu au quotidien, autrement. Donc, on est sur deux territoires, je vous disais, bien différentes. Et en plus, peut-être que j'ai fait euh, quelque chose qui pourrait paraître simpliste, mais on voit bien que les effets et les rythmes territoriaux ils ne peuvent pas être réduits aux seules affaires ou aux seules interactions humaines, parce que c'était ça la démarche que j'avais tout au début. C'était des interactions humaines. Donc, des autres forces et des autres intensités, ils sont impliqués. Et on les voit bien, les spécificités des villes, et que nous devons considérer voilà, l'esprit de la ville, l'anima urbis, qui va être produit par les foules, par les groupes, par les animaux, par les matériaux, par les ambiances. Donc, ça m'a permis aussi d'élargir ma façon de qu'est-ce que j'observe la nuit, avec qui. Ça va pas être tout simplement les interactions humaines, sur lesquelles c'est très, très riche à observer, mais que j'étais un peu cantonnée à un seul aspect de ce qui faisait les rythmes territoriaux ou ce qui peuvent faire les rythmes dans un territoire bien précis. Donc, ça m'a amené à explorer les rythmes, non, non seulement en, en termes de schémas récurrents, c'est ça que j'avais fait, voilà. Un autre aspect qui était très riche dans l'effet de travailler dans différents contextes urbains, euh, dans l'hypercentre parisien, dans la banlieue parisienne et au Mexique, et récemment à Brest, bah récemment, je dis récemment, ça fait 10 ans que je travaille sur les contextes brestons, c'est aussi cette matérialité de la ville. C'est-à-dire que la forme de la ville et la physionomie urbaine des villes, elle va être une partie intégrante de comment est-ce que les rythmes, ils vont s'installer, ils vont être aussi configurés. Je me réfère juste un petit focus sur cette matérialité de la ville, car autour du mouvement moderne, en fait, la visionomie urbaine des villes, et depuis tout le mouvement moderne, notamment bah, caractérisé par les Corbusier dans les années 50, 60, 70, il nous montre bien comment est-ce qu'il y a une construction spatiale de planification urbaine qui est basée sur le décalage quotidien entre temps de travail et temps libre. On voit bien comment est-ce on a conçu des villes dans lesquelles il y a toute une élaboration
dichotomique entre un temps de l'individu, un temps collectif, des temps de rythme de rassemblement et de dispersion de la population, voilà, qu'on en retrouve. Donc, la ville bien planifiée qu'on en retrouve dans des villes françaises, mais aussi plus tardivement au Mexique, c'est une vision moderniste de la société qui va être envisagée avec des rythmes réguliers et prévisibles. Donc, c'est ça qui va être un décalage actuellement dans nos rythmes, les rythmes postmodernistes, les rythmes contemporains. Il y aura moins de rythmes univoques. On n'est pas face à ces rythmes bien identifiés. On aura plus de rythmes fragmentés, comme plusieurs chercheurs ils l'ont démontré. Donc, c'est ça tout l'intérêt qu'on a des démarches actuelles autour de l'urbanisme temporaire, événementiel, où on est face à des rythmes moins, comme on disait, moins univoques, beaucoup plus fragmentés. Et c'est l'intérêt de explorer des phénomènes sociaux dans des rythmes qui se transcrivent dans les transformations spatiales à l'échelle urbaine. Donc, cette matérialité de la ville s'interroge quand on travaille avec la mobilité la nuit et notamment, comme on disait, avec toute cette modulation de l'éclairage, toutes ces mesures de concevoir la ville la nuit autrement. Et si on s'intéresse à ces temps temporalité nocturne, euh, on a resté, ou en tout cas dans les recherches que j'ai menées, j'ai resté un moment dans une dichotomie. T'as vu, il y avait la ville diurne et il y avait la ville nocturne. Cette dichotomie, ça nous parle pareil il n'y a pas une dichotomie dans les rythmes, en fait, il y a toute une continuité et c'est cet entre-deux, en fait, Luc et votre collègues, ils sont bien remarqués, c'est cet entre-deux qu'on n'arrive pas ou qu'on ne sait pas encore bien gérer, en fait. Et dans les recherches que je mène, c'est ça qu'il en ressort, en fait. Les habitants, quand on leur parle de la nuit, ils disent, bah, non, je ne sors pas la nuit. Ils sont dehors quand il fait nuit. La nuit en soi, en fait, il n'y a pas une dichotomie jour et nuit. C'est qu'on identifie dans nos recherches, c'est qu'il y a une continuité et un entre-deux, en fait. On est dehors quand il fait nuit. Et il peut faire nuit à la fin, entre la fin de la journée et au début de la journée, donc des interstices. Et ils auront aussi un intérêt, voilà, de être abordés par la notion de rythme. Si j'essaye un peu d'avancer, en espérant que je ne vous ai pas trop perdu dans mon discours, il y a un autre projet sur lequel j'ai pu identifier l'intérêt de s'intéresser dans la notion du rythme. Il y a un projet qu'on a mené intitulé NOSNUM, bon, la nuit numérique. Et ces projets-là, on s'intéressait à savoir comment est-ce que les femmes qui travaillent et qui sortent de chez eux les petits matins, qui n'ont pas le choix en fait, ou qui rentrent tard, qui n'ont pas le choix de se dire bah, tu ne veux pas sortir la nuit ou tu ne veux pas rentrer trop tard la nuit, et parce qu'il y a l'objet de, il faut qu'ils aillent au travail. Donc, comment est-ce que ces femmes, ils vont vivre en fait, comment est-ce c'est un vécu de leur déplacement quand il fait nuit. Donc, on a travaillé sur un projet afin d'identifier les vécus et comment est-ce qu'il y avait des représentations autour de la nuit en lien avec toutes les représentations construites en tant que femme. Et comme Henri Lefebvre lui montre, il souligne que les rythmes ne sont pas seulement des phénomènes naturels et sociaux, mais aussi des moyens de domination des classes. Et quand on a abordé dans ce projet-là nos NUM, en effet, il y a une sorte de cette rythme imposé pour certaines femmes qui n'ont pas les moyens et qui doivent travailler encore une fois, dans des postes qui doivent commencer très tôt ou qui doivent finir trop tard. Donc, il y a les rythmes, ils peuvent induire ou ils sont des moyens de domination et
et un autre aspect qu'on identifiait aussi, c'était pas seulement cet aspect-là de domination. On voulait sortir un peu de ces rythmes qui s'imposent aux femmes et on voulait aborder aussi les rythmes dans la vie quotidienne, les rythmes dans leur quotidien. Ce qu'il en ressort de cette petite étude qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aborder quelque chose de trop banal, c'est-à-dire marcher. Marcher la nuit, c'était très compliqué à s'en saisir de cette action au quotidien faite par les femmes. Donc, il y avait quelque chose de complexe, en fait, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous marchez la nuit? Ça faisait pas de sens, en fait. Est-ce que vous pratiquez la nuit? Elle ne pratique pas la nuit. Donc, ça, on a dû le faire avec des enquêtes à long terme. On a dû mener pendant plusieurs mois comment est-ce qu'elle s'est déplacée, comment est-ce qu'il avait dans ces espaces dans lesquels elle préférait marcher parce qu'il y avait un plus ou moins de lumière ou parce qu'il n'y avait pas trop de lumière et qu'elle trouvait ça rassurante. Donc, peut-être se poser la question, comment est-ce que les rythmes, ils peuvent nous aider à aborder des activités au quotidien et des comportements qu'on peut qualifier de banals ou des comportements, des actions un peu qui passent comme ne faisant pas l'objet d'une recherche. Donc, la marche, la nuit, dans un contexte pas festif. Donc ça, c'est un projet voilà, qu'on a, dans lequel on a proposé une méthodologie qui peut être appliquée à des autres terrains, mais que pour l'instant, on n'a pas renouvelé. On l'a mené qu'à Brest et à Puebla. Ce qu'il en ressort dans tous nos autres projets d'enquête, parce qu'on mène des enquêtes autour, comme je vous disais, on essaye de savoir si les modélisations de l'éclairage, ils peuvent faire sens et comment est-ce qu'ils peuvent être acceptés ou pas par les habitants, on en retrouve des retours à contre-courant. C'est-à-dire qu'il y a des retours de nos enquêtes sur des personnes, en fait, qui souhaitent continuer à pratiquer la nuit tout le temps et avoir un éclairage pour ça. Donc, on en retrouve les noctambules, notamment. Les noctambules, ce qu'on a identifié, c'est que c'est des individus qui souhaitent interagir avec une société, mais sans être contrôlés ou soumis par elle. On avait émis cette hypothèse-là, notamment dans le sens où Roland Barthes, il montrait en fait la notion de la idéorythmie qui s'intéresse à la manière dont les individus, dans leurs relations aux autres, peuvent suivre leur propre vie tout en agissant toujours à travers les humeurs, les affaires, les désirs qui traversent leur vie. C'est-à-dire bah, des rythmes conflictuels ou des rythmes de résistance à un type de homogénéisation. Et ça, on trouvait très riche. C'est-à-dire, pourquoi trop riche? Parce que est-ce que l'effet d'homogénéiser, de dire qu'on va éteindre les lumières, c'est pas une homogénéisation temporelle? Est-ce que se trouver tous dans le noir ou dans l'obscurité, est-ce que c'est pas une forme de, aussi de homogénéiser nos paysages? Est-ce que peut-être que c'est ça qu'on en retrouve dans nos enquêtes, une sorte de résistance à une homogénéisation. Donc, dans des autres termes, bah, on a déjà trouvé des débuts de négociation, une forme de négociation des rythmes. Et parce que dans les cas de la commune de Brest, on voit bien que il n'y a pas d'opposition, mais il y a certains habitants qui émettent un certain mécontentement si on annonce qu'on va tout éteindre. Donc, il y a une sorte de négociation, il y a une négociation des rythmes et il y a peut-être cette posture de résistance face à une homogénéisation temporelle. Donc, l'idée de l'hydrorythmie, ça permettrait que différents rythmes à différents rythmes, pardon, d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, l'un de l'autre simultanément. Donc, on va continuer à s'intéresser sur cette notion-là. Donc, s'intéresser plus qu'au rythme dominant et dominé, nous allons nous intéresser à des rythmes de différentes allures et de différentes alliances, c'est-à-dire à des gradients des rythmes et des territorialisations.
Donc, un peu pour essayer de clore cette intervention autour de réflexions sur les rythmes. Et j'aimerais énoncer quelques points qui en ressortent de ces projets qu'on mène, bah, aussi déjà identifiés par les recherches, hein, par les autres collègues sur recherche, bon, la société, bah, il y a une constitution rythmique. Et deuxième point, les rythmes ne sont pas des productions d'horlogerie, en fait, ne sont pas des productions très exactes, mais enveloppent un degré d'interaction non linéaire. Et les rythmes, un autre aspect, les rythmes deviennent des supports de la signification ainsi que des dispositifs de régulation de base. Ça va nous aider aussi à réguler des interactions territorialisées. Et une configuration rythmique donnée, il fournit un portrait de société spécifique. En tout cas, c'est ça qu'on en retrouve à Brest. Ces rythmes, ils vont nous donner un portrait de la société dans laquelle on est en train de mener nos recherches. À guise un peu des conclusions dans lesquelles on pourrait peut-être ouvrir un peu les échanges et avoir, et bien sûr avoir vos retours sur cette piste de réflexion. Et, on pourrait imaginer que les rythmes, ils pourraient être abordés, en tout cas dans nos recherches, comme un processus de territorialisation, en prenant en compte que les corps, en fait, les corps, euh, il permet d'étendre ces rythmes vers l'espace social. C'est-à-dire qu'il va constituer des interactions quotidiennes. Et on aimerait aussi, et on pourrait aussi suggérer que les rythmes, comme déjà c'est bien documenté, ils sont une sorte de vie propre en fait. Ils sont également ils sont toujours un processus de transformation. Donc, nous ne parlons peut-être jamais des rythmes abstraits. On ne parle pas, on les dissocie pas en soi. Mais plutôt quand on parle de rythme, bah, on parle de rythme comme les battements du cœur, comme des marées, comme des pauses. Donc, on constate que les rythmes sont coproducteurs des paysages urbains, des paysages des activités complexes, qui sont un caractère potentiel de transformation. Et un autre aspect, peut-être sur lequel on pourrait changer, c'est comment est-ce que ces rythmes, ils sont des conditions d'animation de ces rythmes, c'est de dépasser des dichotomies et de pas telles que bah, des dichotomies de linéaire ou cyclique, mécanique, organique, continu, discontinu. Et les rythmes, ils sont jamais rencontrés en tant qu'entité abstraite. Ils sont toujours produits dans le cadre des processus complexes de territorialisation. Donc, peut-être en étude des rythmes, continuer sur des enquêtes approfondies sur les intensités et les présences spatio-temporelles, s'intéresser à toute cette nuance de rythme, peut-être pour dépasser les dichotomies que moi j'avais adoptées tout au début de l'étude de la temporalité nocturne et bah, le rythme comme une partie intégrante des intensités vivantes, des interactions sociales et des formations de sens. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que c'était pas trop rapide et, bah, et merci encore une fois pour cette invitation. Merci.